Merci beaucoup, chers amis. Donc, en attendant Madame Sora, le comité m'a demandé de commencer. Je continue, d'accord. Très bien. Donc, moi, je vais vous parler de la prédisposition génétique aux infections du système nerveux central. Ça tombe bien parce que le topo de professeur Sora va essayer de répondre à la question comment faire un diagnostic précis de ces maladies que je vais annoncer. Donc, comme introduction, comme vous le savez, dans l'infection générale, ça va de la rhinopharyngite jusqu'à la méningite, il y a une grande variabilité, hein, une grande variabilité. La grippe, comme exemple, la tuberculose, etc. Et donc, il y a une grande variabilité clinique interindividuelle. Et cette variabilité, elle est génétique. Bien sûr, la génétique qui sous-tend l'immunité qui est un peu donc variable, différente d'un individu à un autre, non seulement en fonction de son histoire, de son vécu, mais aussi de son génétique. Et donc, nous avons des erreurs innées héréditaires, je veux dire, de l'axe interféron alpha-bêta pour les virus et interféron gamma pour les bactéries, par exemple. L'histoire a commencé avec ces deux axes, d'accord? Ce sont des axes de production de l'interféron. Une fois les cellules immunitaires en contact avec le microbe, il y a tout un mécanisme qui s'installe depuis les récepteurs, la transduction du signal, l'intervention du noyau avec la fabrication de l'interféron. Donc toute cette démarche pour répondre à cette infection, depuis la membrane des lymphocytes ou des macrophages, depuis cette membrane qui a fait la réception du microbe, jusqu'à la production de l'interféron gamma, il y a une centaine de molécules. Et si une de ces molécules ne marche pas, eh bien, il n'y a pas de réponse. La réponse est très faible concernant ces interférons. Et donc, le chantier a commencé avec les mycobactéries peu virulentes. Pourquoi certaines personnes font des infections sévères aux mycobactéries atypiques, au BCG? Pourquoi d'autres ne font pas et pourquoi d'autres leur fait le BCG, ils font une atteinte osseuse cérébrale? Pourquoi? Et donc de là est née un peu cette façon de voir les choses, de même que la grippe saisonnière, hein, on a toujours su que la grippe... On a toujours su que la grippe, enfin on connaît, la grippe est très variable d'un individu à l'autre. Bon, alors ensuite, ces deux études ont inspiré des travaux et on est passé des mycobactéries à de la grippe au Covid-19 et à la tuberculose. Donc vous savez maintenant que les Covid-19 en réanimation qui ont une pneumopathie sévère, alors qu'ils n'ont presque aucun facteur de risque, ni obésité, ni diabète, ni chimie, mais pourquoi ils sont en réanimation? Soit que héréditairement, ils ne savent pas produire l'interféron, héréditairement, 5% de ces patients ne peuvent pas héréditairement produire l'interféron, alpha-bêta pour bloquer le développement de SARS-CoV-2, et 15% de ces malades, 15%, ils fabriquent des auto-anticorps contre l'interféron. Donc, vous voyez, il y a des perturbations immunitaires qui sont sous-tendues par de la génétique et qu'on va voir. Ensuite, il y a eu la découverte d'un gène, une mutation particulière qui existe chez 1 sur 1600 à peu près européens parce que c'est les personnes d'origine européenne qui ont un peu de néandertal dans leur génome. Ces personnes-là, ils ont cette mutation. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de tuberculose. Hein. Sinon, les personnes qui ont cette mutation font des tuberculoses sévères. Et ça, c'est une découverte récente du gène TIC2. Mais sinon, il y a des auto-anticorps dont je vous ai parlé. Et puis, tout ceci, maintenant, à ce niveau-là, on est à des prédispositions héréditaires ou auto-immunes de faire des maladies courantes. On parle de la tuberculose, de la grippe, de la méningite, méningo, etc. C'est pas... Et puis, ce que je veux essayer de vous convaincre, c'est qu'il faut commencer à faire ces bilans dès le premier épisode, hein, dès la première infection invasive au pneumoméningo, dès la première encéphalite herpétique, dès la mycoplasme, enfin, mycoplasme, les candidats
Vous avez vu la présentation tout à l'heure, les candidoses, quand elles sont, qu'elles dépassent un peu les petits candidoses des plis, eh bien, il faut aller vers ce bilan. Donc, nous allons voir en gros une atteinte neurologique et psychiatrique dans les déficitaires, pas infectieuse, rapidement, mais ça c'est parce que le président de la Société marocaine de neurologie pédiatrique, professeur Madani qui est avec nous, eh bien, donc nous on essaie de sensibiliser, on essaie d'apprendre nous-mêmes à voir un peu cet autre visage des déficits immunitaires qui est non infectieuse. Il y a d'autres manifestations. Donc on va essayer de voir rapidement, puis on va voir un peu que c'est une réalité cette prédisposition. Nous allons donner 3 exemples, l'encéphalite herpétique ou virus du Nil, West Nile, la tuberculose et le pneumo et le méningo, avant de vous dire bien comment on peut faire. Et notre laboratoire Lycia est maintenant prêt pour répondre à ces bilans, à vous faire des bilans d'immunologie et de génétique, puisque la plupart de ces maladies ont un bilan classique normal, c'est-à-dire VIH bien sûr négatif, mais aussi dosage des anticorps IgA, IgM, IgA, les sous-populations, tout ça est normal. Les tests de NBT, les tests de fonctionnaires. Bien, et donc, pour ces atteintes, il y a des atteintes qui sont psychologiques, hein, qui sont connues dans le Dijorge, la maladie de Costman. Et ça existe, hein, le syndrome hyper-IgE, des retards du développement qu'on connaît dans le Kabuki et le PGM3 qui c'est un hyper-IgE, des instabilités, les insuffisances, si vous voulez, intellectuelles, les handicaps. Le Dijorge et l'hyper-IgE, vous voyez, c'est plein de maladies, mais aussi une maladie des ICF syndrome, ce sont des gens qui n'ont pas la rate, et donc une échographie permet de revoir, et on retrouve bien sûr même de la schizophrénie, même des maladies, et la Dijorge. Puis il y a des manifestations, attendez, excusez-moi, oui, neurologiques, hein, infectieuses aussi, méningite, les déficits en anticorps, hein, les hyper-IgE, le DOC8, les calcifications intracrâniennes sans vraiment d'infection comme les interféronopathies, les atrophies cérébrales, on connaissait toujours certains déficits immunitaires, mais l'essentiel ici, c'est un ensemble de maladies nouvelles, hein, on va essayer de voir quelques-unes. La leucodystrophie, hein, les neurologues pédiatres connaissent un peu ces maladies qui sont entre les déficits immunitaires et les atteintes du système nerveux, parce que cette protéine, elle est aussi utile pour le système nerveux que pour le système immunitaire. Les atteintes progressives, les encéphalopathies du CVIVD, et là donc les atteintes vraiment infectieuses pour l'encéphalite herpétique. C'est ce qu'on va voir, c'est l'immunité innée des toll-like récepteurs avec toute la cascade, transduction de signal, etc. Bien, pour commencer des exemples, je vais vous parler maintenant de l'encéphalite herpétique et vous dire que la réponse normale de cette encéphalite, dès que l'herpès virus de type 1 simplex arrive dans la cellule, il a un récepteur, il rentre, il est dans les phagosomes, et ici, il est capté par le toll-like récepteur. Et puis, des récepteurs membranaires de ce phagosome, eh bien, de cela se déclenche un signal qui va arriver jusqu'au noyau. D'accord, ça passe par TRIF, INTRAF et tout ça, des noms bizarres, mais ça arrive au niveau du noyau. Une fois au niveau du noyau, il y a un autre système qui s'en occupe, le DBR1, et qui va avec le SNO-RNA, ils vont donner la réponse, c'est-à-dire ils vont être responsables de cette synthèse de l'interféron. Ce qui est clinique est vraiment très superposé à l'immunologie. C'est très superposé. C'est comme de la neurologie, si vous voulez. Et donc, vous avez cet axe en bleu, c'est les atteintes antérieures du système nerveux. Tout ce qui est en mauve, le DRB1 et les autres, c'est des encéphalites du tronc cérébral. Et donc, en fonction de la clinique, vous pouvez vous orienter et demander le test qu'il vous faut. Ça concerne les adultes et les enfants. Dr Zwin, dans le service de réanimation médicale, ils ont beaucoup d'encéphalite. Et ces malades-là, nous sommes prêts à les explorer ensemble, bien sûr en réanimation pédiatrique aussi. Et bien sûr, il faut nos amis les bactériologistes. On va voir l'importance de l'approche syndromique pour faire vite un diagnostic rapide
très rapide hein, de cette infection afin de pouvoir donner une réponse. Et donc là, l'encéphalite elle-même, c'est 1 sur 10 000, ça peut arriver, alors que le bouquet d'herpès, la stomatite herpétique est une maladie obligatoire, tout le monde l'a fait. Mais pourquoi 0,00, je ne sais pas, ils font une encéphalite. Voilà, c'est la variabilité génétique. Ensuite, actuellement, les méthodes actuelles permettent d'identifier jusqu'à 10% de ces maladies, mais ce chiffre-là, il est européen, mais dans notre contexte, ça va jusqu'à 30 à 40%, et dans notre population, il y a eu de nouvelles maladies qui ont été décrites. Je vous ai parlé de l'axe toll-like récepteur 3 avec l'encéphalite antérieure et aussi un peu la grippe, mais le tronc cérébral, c'est l'axe DBR1. Alors, dans ces gènes, on a le même gène, mais la maladie prend un aspect, si vous voulez, clinique, qui dépend du niveau de la mutation. Est-ce qu'elle se situe au niveau du gène? Et ainsi, on a des formes autosomales dominantes et nous avons des formes autosomales récessives. C'est-à-dire que ces personnes, s'ils ne rentrent pas en contact avec le virus, avec la bactérie, et même s'ils ont une maladie héréditaire, ils ne vont pas tomber malades. Hein. Mais c'est lorsqu'ils sont en contact et rentrent en contact qu'il y a... Et puis ces maladies autosomales dominantes, comme on a vu hier avec le HAE, elles sont dans 10 ou 20% des cas des mutations de novo. Et dans un même phénotype dominant, par exemple, vous avez un déficit qui est partiel ou complet. Parfois la protéine, elle est totalement non produite, mais parfois elle est produite, mais avec une petite anomalie parce que l'acide aminé en question est commandé par de l'ADN qui ne transforme pas beaucoup cette protéine et donc elle fonctionne un peu. Et c'est comme ça que nous avons pour un même gène plusieurs profils cliniques, hein, pour un même gène. On a plusieurs profils cliniques. Et on a des profils cliniques pour des gènes différents. Je passe maintenant à West Nile virus pour l'encéphalite. Ça, c'est des découvertes très, très récentes. C'est une maladie qui ressemble un peu à l'herpès. Très peu de gens vont faire cette encéphalite, même s'ils sont infectés. Mais on a trouvé des auto-anticorps qui bloquent l'interféron alpha. Donc voilà un phénotype auto-humain chez certaines personnes qui ont des auto-anticorps anti-interférents. Donc le passage par les laboratoires d'immunologie est important ici. Et aussi, cette auto-immunité est souvent sous-tendue par une perturbation du système immunitaire. Quand on a un déficit immunitaire, on n'a pas que l'infection, parce que le système immunitaire n'a pas comme fonction que lutter contre l'infection. Il est responsable de la reconnaissance du soi. Et donc, il y a un dérèglement, il y a de l'auto-immunité, il y a les tumeurs et il y a de l'allergie concernant les tolérances. La tuberculose, pour vous parler un peu des mycobactéries atypiques, vous voyez que 50% de toutes les infections à mycobactéries atypiques, infections mycobactéries, on arrive aujourd'hui à les expliquer par une liste de gènes. La plupart de ces gènes, c'est une voie de réponse. C'est-à-dire que pour l'infection mycobactérie, il y a une réponse immunitaire spécifique qui va du récepteur de mycobactéries sur la membrane jusqu'à la transduction de signal, la réponse, etc. Mais là, c'est l'interféron gamma. Contrairement au virus, c'était l'interféron alpha. Et que pour 1 à 5%, il y a une auto-immunité contre cet interféron gamma. Et c'est ce que nous a présenté Dr Leila Jtain, notre présidente, hier en parlant de phénocopie. C'est des déficits immunitaires qui ressemblent à un déficit dans l'interféron gamma. Mais les personnes ont l'interféron gamma. Ils n'ont pas de problème génétique avec l'interféron gamma. Ils le produisent normalement, mais ils ont une perturbation qui fait qu'ils produisent des auto-anticorps contre cet interféron gamma. Et donc, ils se retrouvent dans un tableau de déficit immunitaire qui ressemble à un problème héréditaire. Mais en général, l'âge est un peu différent. Et c'est ce qui permet. Pour la tuberculose, ça c'est toutes les tuberculoses. Hein. Toutes les tuberculoses, 1% est expliqué par TIC2, qui est, comme je vous l'ai dit, présent chez 1 sur 600 individus en Europe, hein, les Européens d'origine européenne. Okay. Ici, c'est pour vous montrer un peu ce mécanisme pour les mycobactéries. Ça, c'est un travail d'Abdelrahman Rami, qui est doctorant, qui va soutenir prochainement sa thèse sur la prédisposition aux mycobactéries. Et vous voyez que la bactérie arrive et les captée. Ensuite, l'essentiel du travail au niveau de la cellule qui a capté phagocyte ou dendrite, c'est d'envoyer un message par l'interleukine 12 surtout,
Mais ce message doit être entendu par le lymphocyte. Et pour qu'il soit entendu, il faut qu'il y ait ce récepteur. Le récepteur bêta 1 et la chaîne bêta 2 du récepteur de l'interleukine 12. Ensuite, ce message, quand il traverse pour partir de la membrane vers le noyau, il a besoin d'une molécule, la TIC2. Et c'est cette molécule qui est maintenant responsable de la principale cause de la tuberculose héréditaire. Ensuite, vous avez le résultat de tout ceci passe par un autre gène au niveau du noyau pour produire de l'interféron. Et ce n'est que lorsque cet interféron est produit et que le macrophage comprenne le message, il faut qu'il comprenne le message, qu'ils comprennent qu'il faut aller détruire la mycobactérie, il faut qu'ils entendent, qu'ils voient l'interféron gamma. Problème avec ces récepteurs, on peut avoir des mutations et donc même si la cellule produit de l'interféron gamma, eh bien la cellule macrophage ne le voit pas, ne le reçoit pas et donc le mécanisme de destruction ne se produit pas et donc ça explique un peu tout ce problème. Et puis nous avons une série que nous avons publiée sur la prédisposition. Nous avons des malades, vous voyez que c'est essentiellement le récepteur de l'interleukine 12, je veux dire, la chaîne bêta 1 avec une même mutation dans la population marocaine. Et donc, vous voyez, nous sommes maintenant prêts pour enseigner la pathologie marocaine, africaine par nos données et pas que les données européennes. Les tests qu'on faisait Abdelrahman et Sana qui travaillent sur ça, eh bien ça c'est la personne normale, hein, non stimulée, stimulée par le BCG ou BCG en interleukine 2. Dès qu'on donne un peu le BCG, vous voyez ça augmente. Qu'est-ce qui augmente? C'est l'interféron, la sécrétion. Si on ajoute l'interleukine 12, eh bien ça augmente plus. Voilà une personne qui n'a pas le récepteur de l'interféron gamma. Il ne produit le récepteur de l'interleukine 12, hein, elle ne produit pas. Même si on le stimule par le BCG, il ne produit pas. Même si on stimule par le BCG, il n'y a pas production d'interféron. Même si on ajoute l'interleukine 12, il n'y a pas de production. Et vous voyez que maintenant, on a la réponse par un test fonctionnel immunologique. Ça, c'est les immunologistes. Et la discussion avec les généticiens est facile maintenant. S'il vous plaît, nous sommes sûrs que c'est l'interféron. C'est l'interleukine 12 récepteur bêta qui n'est pas fonctionnel. Trouvez-nous la mutation. Voilà, pour le pneumocoque, je vais être très rapide, hein, les infections invasives. Vous voyez dans cette série d'infections invasives, dont 87% étaient des méningites d'infections invasives. Et voilà les maladies que nous avons, les asplénies, le déficit en complément, le MAID-18 et l'IRAC4. C'est des malades qui sont immunocompétents contre tous les germes, sauf les germes encapsulés, bien sûr, les agamma-globulinémies, hypogamma-globulinémies. Et donc, dans cette série, ils ont trouvé beaucoup de déficits immunitaires dès le premier épisode. Donc, c'est la même chose, c'est dès le récepteur, transduction de signal et même jusqu'au noyau. Et donc, on se retrouve. Alors, il y a une petite différence. Hein. Quand l'atteinte est précoce ici, en bleu, la lésion est on peut faire des infections à plusieurs germes. Et quand on descend vers le pour le vert, vous voyez le vert, le Nemo, ICAPA, tout ça, c'est des gènes qui sont sollicités par plusieurs voies. La voie bleu ciel, la voie rose et tout ça. Alors, bien sûr, quand on est dans le vert et que ça ne marche pas, donc plusieurs voies sont bloquées. Et donc là, c'est le Nemo, etc. Les infections sont de grande ampleur. On aura des pneumonies, des méningites et des arthrites par l'atteinte des gènes verts, parce qu'il y a plusieurs voies qui vont à passer par là. Mais les autres voies, ils sont là, spécifiques de la réponse contre le pneumo et staph, eh bien, l'IRA4, MAID88, le phénotype est restreint souvent des méningites. Donc, en conclusion, il y a une grande invariabilité. C'est ça la base de cette génétique humaine de la prédisposition aux infections. Et puis les erreurs innées, c'est l'axe interféron alpha des virus, hein, encéphalite herpétique et West Nile. Le Covid, hein, il y a eu une révolution dans la recherche. Et puis l'interféron gamma pour les mycobactéries et les autres voies. La prédisposition peut être héréditaire auto-immune. Le bilan de première attention, eh bien, il faut le faire quand il y a une infection invasive, encéphalite, mycoplasme, mais vous savez que la bactériologie classique donne très peu de résultats. Souvent, nous sommes devant une encéphalite avec
une formule polynucléaire. Au début, on pense que c'est bactérien alors que c'est viral. Et donc, on perd beaucoup de temps, on change, etc. D'où l'intérêt de passer la main au microbiologiste et c'est professeur Solar qui va nous en parler. Merci.